Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il réhabiliter l'État-nation pour sauver l'Europe? Ancien conseiller politique de Lionel Jospin à Matignon, puis de François Hollande à l'Élysée, Aquilino Morel publie L'opium des élites. Comment on a défait la France sans faire l'Europe? C'est chez Grasset. Une critique du socialisme tel qu'il a été, une charge contre l'Europe telle qu'elle va et un éloge des frontières telles qu'elles devraient être. Proche d'un Arnaud Montebourg sur l'échiquier politique, il revient sur le mariage forcé entre le peuple français et l'Europe libérale et la technocratie. Bonjour à vous, Aquilino Morel. Bonjour et merci de votre invitation. L'Europe s'est construite sur un duo, une amitié, le fameux couple franco-allemand. Or justement, en Allemagne, il y a en ce moment du changement des élections législatives qui ont eu lieu hier. On ne sait pas encore qui va lui succéder, mais une chose est sûre, c'est qu'Angela Merkel va partir. Qu'est-ce que ce départ va changer sur la scène européenne à vos yeux? Que perd la France? Une alliée, une partenaire précieuse? Ce que cela va changer, nous ne le savons pas. Et les Allemands eux-mêmes non plus, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de chancelier ou de chancelière, puisqu'il y avait une candidate élue. Il y a, comme c'est souvent le cas en Allemagne, une majorité à construire, une coalition à construire, qui désignera ensuite le chef du gouvernement. Donc aujourd'hui, nous ne le savons pas. Nous perdons une chancelière, dont le bilan sur ces 15 années de gouvernement me paraît, pour ce qui me concerne, mince, et pas toujours satisfaisant, du point de vue de l'Europe et du point de vue de la France. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous ne savons pas. La seule chose que je dirais, ça permettra peut-être d'entrer dans le vif du sujet, c'est que M. Scholz, qui est un des principaux protagonistes de ces élections, qui l'a même emporté numériquement à la tête du SPD, a déclaré il y a un an, je crois, ou un an et demi, qu'il souhaitait que le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies de la France soit mis au service de l'Union européenne. C'est donc un homme, si ces paroles étaient traduites en actes, qui continuerait, ou plutôt qui reprendrait la spirale fédéraliste que je dénonce dans ce livre. Ce qui d'ailleurs introduirait là, à supposer qu'il ait les capacités de le faire et qu'on le laisse faire, un changement par rapport à Mme Merkel qui a été, elle, au long de ces 15 années, disons, on va dire, réaliste ou conservatrice sur cette question. Olaf Scholz, qui est le candidat social-démocrate à la chancellerie et à la succession d'Angela Merkel, si la coalition qui va être discutée dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, le porte à ce fauteuil-là. Le couple franco-allemand, il est important dans l'histoire de l'Europe, il est important aussi dans l'avenir de l'Europe. Alors il y en a beaucoup d'intellectuels français qui regardent avec une certaine défiance l'ami, le grand frère allemand, et l'influence qu'il a portée sur l'Union européenne et cette construction. Je pense à Emmanuel Todt, bien sûr, je pense aussi à Coralie Delhomme, pour qui le couple franco-allemand n'existait pas, l'essayiste qui est décédé l'an passé et qui, dans un livre publié à titre posthume chez Michalon, plaide un peu comme vous pour une nécessaire souveraineté. Est-ce qu'il faut reprendre un peu de marge d'action, de manœuvre par rapport à l'Allemagne? Par rapport à l'Allemagne, surtout par rapport à l'Union européenne et à son fonctionnement actuel. Si on prend la question du couple franco-allemand, c'est l'expression qui est consacrée. Je ne sais pas s'il est particulièrement heureuse, mais disons que c'est celle-ci qu'on utilise. Le fonctionnement de ce couple est en général le suivant. On a un partenaire allemand puissant, de plus en plus puissant à partir des années 2000, avec la constitution de l'euro et l'élargissement de l'Europe à l'Est, qui a été voulu, plaidé par l'Allemagne, qui, lui, défend très paisiblement, et ça pose le moindre problème auprès des citoyens allemands, les intérêts du pays. Et nous avons, nous, en face, en général, un président français qui est dans les déclarations d'intention fédéralistes, de relance de l'Europe, etc. Si vous prenez Mme Merkel, ses principales décisions, quelles ont été? Dans les années 2000, elle a plaidé, je le disais, pour un élargissement à l'Est, parce que ça permettait à l'Allemagne de reconstituer une forme de hinterland, de zone de marché très proche, de fabrication à bon marché, qui permettait d'asseoir sa supériorité industrielle et commerciale. Elle a plaidé ensuite pour une gestion de la crise de l'euro ultra-monétariste. Pendant la crise de l'euro de 2011, elle a, comme vous le savez, fait mettre la Grèce à genoux. En 2011, elle a décidé seule de sortir du nucléaire et de rouvrir des centrales à charbon, sans aucune concertation. Et il en va de même en 2015 lors de la crise des migrants. Donc à chaque fois, l'Allemagne, on prend le cas de Mme Merkel, puisque ça fait 16 ans qu'elle est chancelière, mais on aurait pu faire la même chose précédemment, défend l'intérêt, et c'est tout à fait logique d'ailleurs, de son pays. En France, on a toujours besoin, on ressent le besoin de prendre le drapeau
voyez, de l'européisme pour dire non, non, nous ne sommes pas patriotes, nous ne sommes pas nationalistes, nous voulons défendre l'intérêt général de l'Union européenne. C'est ça la différence dans le couple franco-allemand. Et c'est ça qui le déséquilibre bien davantage que les différences industrielles, démographiques, économiques qui existent. Alors, sur la question que vous me posiez de faut-il reprendre une part de souveraineté, disons le mot, en tout cas de retrouver une forme d'équilibre, c'est ce que je préférais comme formule, entre les prérogatives de l'Union et celles des 27 États membres, mais oui, bien entendu. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est commode pour moi de le dire, si vous prenez un homme comme Michel Barnier, qui était jusqu'à il y a 6 mois présenté comme un européiste impeccable, ancien ministre en France, mais commissaire européen, négociateur du Brexit pour l'Union. Que dit-il aujourd'hui? Exactement cela. Il dit il faut cesser le fédéralisme, il faut arrêter ça, et il faut rendre de la liberté d'agir, appelons ça comme ça, ou de la souveraineté, si vous préférez, aux États membres. Alors, à la question que vous posez, la réponse est oui. Enfin, il plaide aussi, comme Clément Beaune aujourd'hui, l'actuel secrétaire d'État aux affaires européennes, pour une Europe forte, une Europe unie contre l'adversité chinoise, américaine. On a le sentiment chez les Français, contrairement peut-être aux Allemands, toujours ce complexe d'infériorité, ce sentiment d'être ce petit village gaulois qui pourrait être assailli demain et qui n'y arrivera pas sans ses voisins. Vous revenez sur toute l'histoire de la construction européenne et vous tendez ou vous ne jetez pas spécialement la pierre sur les Allemands, sur ce rêve fédéraliste, mais plutôt sur les Français, les grands Européens, ceux qui ont porté le rêve européen au nom de la France, avec ces idées notamment mises en pratique par Jean Monnet, que vous décrivez comme un fanatique de l'Europe fédérale, l'un des chefs d'orchestre, on le sait, de la construction européenne. L'Union, elle s'est construite pour vous, Aquilino Morel, sur de mauvaises bases. Jean Monnet, puisque vous parlez de lui, était ouvertement fédéraliste. Il se décrivait lui-même en reprenant une appellation qu'un journaliste anglo-saxon lui avait attribuée comme le premier fonctionnaire fédéral du Nouveau Monde. Donc ce n'est pas moi qui le décris ainsi, c'est lui. Mais avec lui, les choses étaient claires. Il plaidait ouvertement pour la constitution des États-Unis d'Europe. Il a même écrit un ouvrage qui s'appelle « Vers les États-Unis d'Europe ». Donc c'était très clair. Simplement, cette option-là, c'est-à-dire le fédéralisme avoué, affiché, a échoué. Il a échoué en 1954 avec l'échec de la communauté européenne de défense et de la communauté politique européenne. Et donc à ce moment-là, les fédéralistes sont passés à une autre technique. C'est une technique de ce que Raymond Aron appelait le fédéralisme clandestin. C'est-à-dire on ne dit pas le projet, on avance masqué, mais on enclenche la stratégie de l'engrenage. C'est-à-dire chaque petit gain obtenu ne permettra pas de retourner en arrière et prépare l'étape suivante. Ce que je reproche, puisque vous dites que je reproche quelque chose, c'est effectivement pas aux Allemands d'être allemands, ni aux fédéralistes d'être fédéralistes, d'où qu'ils soient. C'est de ne pas dire qu'ils le sont. Et en l'occurrence, le problème pour le socialisme et pour la gauche, c'est que l'homme qui a été élu le 10 mai 1981, qui était un fédéraliste de toujours, c'était sa conviction de jeunesse, et, mon Dieu, pourquoi pas? On a le droit d'être fédéraliste. Encore faut-il assumer cette position. Il ne l'a jamais assumé, et le tournant de 83, qu'on a paresseusement qualifié de libéral ou de tournant de la rigueur, était en réalité un tournant fédéraliste qui préparait pour François Mitterrand toute la séquence qui s'ouvre ensuite avec le 1er janvier 84, sa présidence de l'Union, toutes ces étapes sur lesquelles on reviendra si vous le souhaitez. Mais donc, c'est ça le problème. Voilà, l'Union européenne a pris ou s'est construite sur de mauvaises bases et elle a ensuite pris un vrai mauvais départ avec le mauvais tournant de 83, le tournant de la rigueur, qui est aussi, selon vous, le top départ d'une rupture historique à l'échelle mondiale qui va être approfondie par la suite, notamment par le traité de Maastricht. François Mitterrand, il aurait agi, là encore, de manière cachée. En tout cas, son fédéralisme, il ne l'aurait pas avoué. Il y avait des indices, vous en avez retrouvé notamment un. Dans cette phrase, on l'écoute. Nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne dont nous sommes partie prenante. La séparer du mouvement qui porte cette Europe à devenir enfin l'un des grands partenaires du monde. 23 mars 1983, François Mitterrand, nous ne voulons pas séparer la France de la communauté européenne. Quelques secondes qui seraient passées complètement inaperçues à vos yeux ou à vos oreilles, Aquilino Morel. Alors qu'elles sont essentielles, de quoi sont-elles annonciatrices? 16 secondes, je les ai comptées, dans une intervention de 13 minutes. On est à un moment capital pour la vie du pays. Et
de la gauche et du socialisme. Mais mettons ça de côté, parlons de la France. On va passer, et Mitterrand l'a décidé, d'un système dans lequel une nation négocie des accords de coopération, c'était le système de la communauté jusque-là, à une glissade fédéraliste vers la constitution d'une sorte d'État fédéral européen. Le président de la République de l'époque le sait, puisque c'est lui qui le décide. Et vous parliez de son engagement fédéraliste, je cite dans le livre Les Confidences de Delors, qui dit très bien que son fédéralisme était, comme il dit, discret et plus ou moins explicite ou implicite selon les circonstances politiques. En gros, il ne le disait pas avant 80, puisque son allié, le PC, était souverainiste, et l'homme qui l'avait aidé à fonder le parti d'Épinay et à forger le programme des 110 propositions, Jean-Pierre Chevènement, l'était également. Donc on comprend qu'il était discret, comme disait Delors. Mais là, il est président, il a compris que maintenant, il allait faire ce qu'il voulait, son grand dessein, c'est-à-dire bâtir une étape supplémentaire et très importante de l'Europe fédérale. Le dit-il aux Français ce soir-là? Non. 16 secondes consacrées à cette question. Le reste est dissimulé avec des arguties économiques et commerciales. Or, c'était précisément ce projet qu'il avait en tête, et il l'a montré, puisque, je répète, 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard, il prend la présidence de l'Union le 1er janvier 1984. Il fait nommer, grâce à l'accord qu'il arrive à conclure au sommet de Fontainebleau le 25 juin 1984, Jacques Delors à la Commission, où il restera 10 ans, et il passe un accord avec Mme Thatcher pour dire oui, on va faire l'acte unique européen, qui sera voté en 1986, qui est une grande avancée fédéraliste, et en même temps, en contrepartie de cela, vous, Mme Thatcher, qui êtes libérale, vous aurez le grand marché dérégulé. 297 directives adoptées à ce moment-là, pour libéraliser complètement l'économie et la finance en Europe. Alors, même jour, même discours, il garde quand même, François Mitterrand, des accents patriotiques, peut-être quelques gages donnés à ses alliés du moment. Partout où l'on fabrique et partout où l'on crée, partout où l'on achète, partout où l'on échange, dans votre manière de vivre, de consommer et même de voyager, vous devez préférer à qualité égale les productions françaises. Voilà, acheter français. On a vu d'autres hommes politiques plus récemment brandir les mêmes couleurs sur une marinière ou d'autres produits. Il y a quand même là un appel de François Mitterrand à respecter ce qui fait Mais France. Vous l'avez dit vous-même, c'est un gage donné. Mais ce n'est rien de davantage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après? Rien. Rien. Et la France connaît depuis 30 ans une saignée industrielle inouïe qui nous a fait perdre 2 millions d'emplois dans le secteur. Nous sommes aujourd'hui extrêmement affaiblis. Donc tout ça, ce sont des paroles verbales, comme dirait l'autre. Vous ne croyez pas sincère, alors du coup, à ce moment-là, dans cet appel? Mais moi, je ne crois pas les discours, je crois les actes. On a parlé des 16 secondes sur le fédéralisme, je vous ai immédiatement indiqué les actes qui avaient été pris. Là, on est dans une proclamation qui ne coûte rien, vous le dites vous-même. On est élu, on est président de la République, parfois, oui, on va dire qu'on est pour acheter français. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-on cherché à renforcer ou à préserver l'industrie française? Non. On s'est soumis au monétarisme le plus débridé, au libéralisme total de la Commission pendant 30 ans. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on construit une économie et une industrie. Surtout dans un pays qui n'a pas le substrat de l'Allemagne, par exemple. Est-ce qu'en étant dans l'Europe, aujourd'hui, on peut faire cela? Est-ce qu'on peut défendre l'industrie française, les territoires, l'économie française? Est-ce qu'il aurait pu, est-ce que ses successeurs peuvent ou pouvaient traduire ces mots en actes? Mais oui, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Ce livre n'est pas seulement une charge. J'accepte bien volontiers le mot. Ce n'est pas un livre tendre pour un certain nombre de décisions ou de personnes qui les ont prises. Mais peu m'importe. On dit les choses, il faut les dire. Le débat, c'est cela. Et la recherche de la vérité, qui était si chère à Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité, de la dire, suppose à un moment donné de savoir porter le fer dans la plaie. Donc, c'est un livre pour dire, voilà ce qu'il s'est passé, pourquoi, voilà les conséquences de ce qu'il s'est passé, et voilà comment on peut faire autrement. S'il ne s'agissait pas de faire autrement, j'aurais peut-être fait ce livre, mais ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est de dire on peut faire autrement. Est-ce qu'on peut faire autrement en restant dans l'Europe? Les Anglais ont visiblement pensé que non, ils ont choisi le Brexit. Est-ce que vous êtes, vous, un partisan du Frexit? Mais non, et vous le savez très bien, puisque vous avez lu mon livre. Donc j'ai écrit No Frexit. On parle à quelques auditeurs qui n'ont pas encore Alors, lu, qui choisiront peut-être de le lire. L'alternative n'est pas entre accepter l'Europe telle qu'elle est en ne disant jamais rien, en n'émettant pas la moindre critique, ou sortir de l'Europe. Mais pourquoi? Il faut être adulte et responsable. L'Europe, c'est une construction politique qui est d'ailleurs indissociable désormais de la France, tant la France et l'Europe sont
intriqué. C'est pour ça que je parle dans ce livre de la France-Europe, pour dire que les choses sont vraiment aujourd'hui irréversiblement, si vous voulez, emboîtées l'une dans l'autre. Donc il n'est absolument pas question de quitter l'Europe, en tout cas dans mon esprit, et ce n'est pas ce que défend ce livre. Il s'agit au contraire de sauver l'Europe. Il ne s'agit pas de quitter les traités, il s'agit de les faire respecter. Les traités actuels ne donnent pas tout pouvoir en toute matière à la Commission. Au contraire, ils indiquent très clairement ce qui relève des États membres, ce qui relève de la Commission et de ce qui est partagé. Or, en réalité, la Commission ne cesse de prendre et d'arguer de n'importe quel événement, la crise du Covid ou quel que ce soit, à n'importe quel autre, pour réclamer systématiquement des attributions supplémentaires en empiétant sur les prérogatives des États membres. C'est ce que j'ai appelé la doctrine Khrouchtchev. Tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous est négociable. C'est avec si vous voulez, cette espèce de fuite en avant qu'il faut cesser. C'est ce que d'ailleurs demandent non seulement les peuples lorsqu'on daigne les consulter, et qu'on daigne ensuite suivre leur avis, ce qui n'a pas été le cas, comme vous le savez, en 2005, mais c'est aussi ce que tout un tas de gens tout à fait, raisonnables et europistes, je pense à Barnier, mais à d'autres, disent désormais. Et continuer à bruxelliser en rond, comme je l'entends fréquemment, en disant « si vous émettez la moindre critique, alors vous êtes un affreux anti-européen », mais moi je suis le plus européen que tous les gens que vous évoquez, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est précisément de sauver l'Europe. Or, aujourd'hui, vous avez eu le Brexit. Alors, on fait comme si c'était aucune importance. Vous avez une Europe à 27 qui est politiquement fracturée entre l'Est et l'Ouest, de plus en plus. Ces fameux europistes aujourd'hui disent qu'il faudrait même exclure les pays qu'ils ont tellement voulu faire entrer dans l'Europe. Donc une attitude totalement inconséquente. Et vous avez une divergence économique entre le Nord et le Sud qui ne cesse de s'accroître. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et agir de manière très volontaire, mais réaliste. Alors on va en venir sur ce point. Quel Européen êtes-vous et comment sauver l'Europe, si tant est qu'on le puisse encore aujourd'hui? Juste pour revenir, vous avez parlé de 2005, mais un peu avant encore, le traité de Maastricht, 92. Il est pour vous un vrai coup de force fédéraliste. Il institue, vous l'écrivez, une monnaie sans État, une monnaie sans peuple, une monnaie pour construire un État, une monnaie pour produire un peuple. C'est pourtant ce qu'on devrait savoir aussi en pratique. Quelles vont être les forces et les faiblesses engendrées par ce que vous appelez le système maastrichtien? Les forces, si vous voulez, elles se sont. On peut considérer que d'avoir construit l'euro, même de manière irrationnelle, en mettant la charrue avant les bœufs, vous le venez de le rappeler, normalement, la monnaie, c'est ce que disait d'ailleurs Mendes France, ça doit être un couronnement et non un commencement. Là, on a commencé par la monnaie. Pourquoi? Parce qu'on voulait forcer le destin fédéraliste. C'est ça, à toute force. On voulait avancer vers cette Europe fédérale. Donc on a pris les choses à l'envers. On a créé une monnaie unique pour 19 États, avec donc 19 populations, 19 histoires, 19 nations, 19 gouvernements, 19 systèmes de protection sociale, 19 fiscalités, 19 tout ce que vous voulez. Et on fait rentrer tout ça dans une même boîte. Donc on comprend bien que ça va être compliqué, que ça va créer des difficultés. D'ailleurs, les économistes les plus réputés, qui sont des fervents européens, je pense à Krugman et à Stiglitz, tout de suite dit, ça ne va pas fonctionner, ça va créer de graves problèmes. Bon, à ce moment-là, on n'impose pas une culture unique, on impose une monnaie unique qui est censée aussi faciliter les échanges, à la fois économiques, mais aussi les déplacements dans cette zone. Ouais. Oui, mais la monnaie n'est pas qu'un facilitateur du commerce ou des échanges. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Et c'est la vérité. Ça permet effectivement de franchir les frontières et de pouvoir payer. Mais c'est symboliquement et pratiquement un instrument de constitution d'un État. Et c'est ça qui intéressait les fédéralistes. C'est pas de vous permettre à vous et à moi d'aller en Allemagne et de pouvoir payer en euros notre café. C'est de mettre la première pierre d'un État fédéral. Voilà, et là c'est la logique de l'engrenage. C'est la logique de l'engrenage. Voilà, vous l'avez qualifié, qui a aussi petit à petit décousu, détricoté toutes nos souverainetés nationales. Vous dites que le libéralisme, contrairement à ce qu'on pense, ne vient pas des États-Unis, qu'il vient de nous. La globalisation. Et la globalisation. Oui, bien entendu. Oui. Pas la mondialisation, la globalisation. Oui, la mondialisation, j'essaie de bien insister sur cette séparation. Pourquoi? Parce que la mondialisation, c'est un joli mot. Dans mondialisation, il y a monde. Et monde, ça fait penser à fraternité, voyage, ouverture, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais les Anglais, qui sont beaucoup plus pragmatiques, n'appellent pas ça mondialisation. Ça appellent ça globalisation. C'est-à-dire une approche globale des problèmes, qu'ils soient politiques, économiques, financiers, commerciaux, ce que vous voulez. La globalisation, il n'y aurait jamais eu de globalisation sans globalisation d'abord de la finance. Or, la globalisation de la finance, ce n'est pas Mme Thatcher en 1979 qui l'a décidé, ce n'est pas Ronald Reagan
en 80, lorsqu'ils sont arrivés respectivement à Downing Street et à la Maison-Blanche. Ce sont nous. Oui, c'est François Mitterrand, Jacques Delors et Pascal Lamy Mmh. qui ont décidé, comme disait Delors, j'ai compris à un moment donné que c'était une étape nécessaire pour constituer l'Europe fédérale. Donc on a fait adopter la directive du 24 juin 1988 qui imposait à tous les États membres de l'Europe de l'époque de libéraliser tous leurs mouvements de capitaux. Et en même temps, selon le principe juridique, pardonnez-moi, erga omnes, c'est-à-dire contre les autres, de dire aux autres pays du monde, si vous voulez continuer à commercer avec nous ou à échanger des flux de capitaux avec nous, alors il faudra adopter la même libéralisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette finance a été dérégulée. C'est à ce moment-là que si vous voulez, que l'hubris de la globalisation a démarré. Parce qu'à ce moment-là, vous avez donné les moyens au capitalisme de devenir ce qu'on appelait un turbo-capitalisme. C'est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas les anglo-saxons, ce n'est pas les méchants anglo-saxons qui ont inventé la globalisation, c'est des gentils socialistes, entre guillemets, français et européens. Prennent cher les socialistes avec vous, Aquilino Morel. Hein. Qui aiment bien, châtient bien. Oui, c'est retournement contre son camp quand même, en partie aussi dans ce que vous dites. Alors en fait, on aurait créé quand même ce monstre aussi qu'est la globalisation, mais on n'en a pas tant profité que ça. Le bébé nous a échappé à un moment ou à un autre. Ah oui, le bébé s'est transformé en une sorte de Moloch. Qui est sorti de sa cage, comme tous les monstres de Frankenstein. C'est toujours à ça qu'ils sont destinés. Et il s'est mis à ravager le monde. Et nous avons regardé impuissants les dégâts de cet être animé d'une force vitale considérable, parce que c'est la vérité. C'est une force de création économique énorme, mais qui ne tient compte de rien. Ni des hommes, ni des pays, ni de la terre, ni des animaux, de rien. Il fait matière et ressources de tout. De nos vies, de la vie, de la biodiversité, des sous-sols, de la mer, de l'air, de tout. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Je reviens à cette phrase magnifique de Keynes qui dénonçait déjà dans les années 30 le libéralisme. Qu'aurait-il dit aujourd'hui en disant « Comme les étoiles et le soleil ne rapportent aucun dividende, on serait prêt à les éteindre et à les détruire. » Mais on en est là aujourd'hui. Donc qui a créé, je ne dis pas que c'est avec l'intention de nuire, avec l'intention que ça se transforme en cette espèce de Moloch que je décrivais, mais qui a inventé la globalisation? Je le répète, ce sont des Français. Pensant faire le bien, pensant que c'était ainsi qu'on construirait ce qui était leur rêve, c'est-à-dire l'Europe fédérale. On vous entend, mais du coup, ça, ce libéralisme, il fait partie, c'est une des composantes de cet opium auquel les élites françaises, de gauche comme de droite, à vous lire, Aquilino Morel, ou à vous entendre, sont complètement accros aujourd'hui et dépendantes. Elles sont accros, comme vous dites, quand même, je pense, un peu moins désormais. C'est-à-dire quand même, il y a un principe de réalité qui s'impose à elles. Vous avez quand même le référendum de 2005 en France, le rejet, idem en Irlande. On les a fait revoter. Nous, on est passé par le voie parlementaire, le traité de Lisbonne, enfin, peu importe. Il y a eu l'élection de Trump, le Brexit. Donc, on voit bien que les peuples renâclent et qu'ils refusent un certain nombre d'évolutions. Mais globalement, oui. Nous avons un problème en France avec nos élites, qui sont des élites extraordinairement globalisées, beaucoup plus que celles de nos voisins européens, et qui, je le cite, je ne me rappelle plus maintenant à l'instant le nom de cette personne importante, un ancien commissaire européen, qui disait « il faut toujours prendre un Français dans une instance internationale, c'est le seul à ne pas défendre les intérêts de son pays ». Bon. Donc nous avons ce défaut de patriotisme qui fait que nous sommes dans cette situation où, oui, il y a un divorce de plus en plus grand entre, disons, les élites et le peuple. Disons cela, je ne m'exonère pas de cette critique. Je suis moi-même membre de cette élite. Je viens du peuple, mais j'ai accédé à cette condition. Simplement, j'essaye d'exercer ma lucidité et mon devoir de critique, de faire ce que Lionel Jospin appelait un droit d'inventaire. Mais ça, vous ne l'avez pas exercé quand vous étiez aux manettes, quand vous étiez conseiller politique de Lionel Jospin, quand vous étiez conseiller politique de François Hollande. Politique de Lionel Jospin, 2014. La situation n'était pas si grave qu'aujourd'hui. Point de vue de l'Europe. François Mitterrand, Jacques Delors, ils étaient déjà tous passés par là et le rêve fédéraliste était bien implanté. Non, d'abord, les résultats ne se voyaient pas. Par ailleurs, j'étais, vous me pardonnerez de ces considérations personnelles, mais beaucoup plus jeune et probablement trop impliqué dans l'action pour avoir le recul nécessaire. Quant à François Hollande, comme vous savez, notre aventure commune s'est fort mal terminée. Parce que là, pour le coup, effectivement, après 2005, j'ai compris ce qui était en train de se passer. C'est une des raisons de cette séparation extraordinairement brutale. Donc, elle s'est mal terminée pour des raisons qui étaient idéologiques. Si, qui étaient idéologiques. Ne croyez pas. Il y avait des affaires. Non, il n'y avait aucune affaire. Ne croyez pas. Un peu vers la sortie. Non, ne croyez pas les choses qu'on monte, comme on dit, pour se débarrasser des gens qui gênent. Donc, c'est pas la question. De toute façon, c'est
plus un problème ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que, puisque vous m'interrogez personnellement, peut-être ai-je manqué de lucidité à certains moments, mais pas aujourd'hui. Et donc j'attends qu'aujourd'hui, d'autres personnes viennent soit approuver, soit contester ce constat que j'ai dressé. J'attends. Il y a un problème pour vous d'exemplarité aussi de la classe politique française, de cette élite qui s'est à un moment coupée aussi du peuple, comme vous l'évoquez, Aquilino Morel, d'où elle vient, qui s'est détournée aussi des Français, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils désirent, qui s'est isolée. Je n'aime pas beaucoup le mot exemplarité parce qu'il a une connotation morale et donc moraliste qui ne me convient pas. Mais prenons-le dans l'acception politique que vous donnez. Oui, il y a un problème. Le problème, c'est pas d'appartenir à l'élite. Le peuple n'a jamais réclamé que ses gouvernants soient issus de ses rangs. Il sait très bien que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus logique de voter pour des gens qui ont fait des études, qui sont informés, cultivés, éduqués, etc. Je veux dire, mon père était ouvrier, ma mère élevait 7 enfants. Jamais ils ont imaginé qu'un ouvrier serait président de la République ou Premier ministre. Et d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Jamais. Jaurès était un intellectuel, Blum encore plus, Mitterrand, Jospin, c'est tous des gens qui appartiennent à la bourgeoisie. Simplement, pour reprendre ce que vous dites, ce que demande le peuple, c'est que les élites, une fois qu'elles sont désignées et élues, c'est qu'elles écoutent celui-ci. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est à ça qu'il faut s'attacher. Une France défaite, pour reprendre le sous-titre de votre livre, Aquilino Morel, l'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe. Une France défaite avec des prérogatives essentielles qui lui auraient échappé au profit de l'Europe. Le malaise, l'absence de débat démocratique, on y revient en 2005. La victoire du non était annoncée par les sondages, mais elle a surpris par son ampleur. 84 départements sur 100 ont rejeté le texte. On verra que c'est chez les jeunes et les catégories modestes ou moyennes qu'il est le plus fort. L'Europe est déstabilisée. À Bruxelles, on exclut toute renégociation du traité. L'attention se porte maintenant sur les Pays-Bas qui voteront après-demain. Les 2 derniers sondages donnent le non gagnant avec 59 à 65% des suffrages. Si le oui passait, je pense que la vie est encore beaucoup plus dure que ce qu'elle est maintenant, quoi. Il n'y a plus de travail, donc si les frontières elles s'ouvrent de partout, il n'y a plus d'avenir, quoi. Encore 6 mois comme ça, les Chinois vont nous envahir carrément, puis on sera tranquille. Je pense que c'est pas catastrophique de dire quelque chose ne va pas, il faut essayer d'en reparler. Il y aura moyen de renégocier, à mon avis. C'est pas parce qu'on dit non une fois qu'on n'est pas européen. Je suis pas très contente, donc il y a beaucoup de chômage, rien s'arrange, c'est toujours pire. Donc voilà, moi je votais non. Mai 2005, on est après Lionel Jospin, que vous avez conseillé, avant François Hollande, que vous avez conseillé, Aquilino Morel, juste pour se resituer au moment de ce référendum où le non va l'emporter, où le choix des Français ne sera pas par la suite respecté. C'est pas parce qu'on dit non une fois qu'on n'est pas européen. Vous dites comme cet électeur, ce citoyen. Oui, c'est très bien dit. Vous avez voté non, vous, J'ai voté non. Et vous l'avez dit, hein, c'est pas... J'ai fait campagne pour le non, comme d'autres de mes camarades. Mais vous voyez, en 2004, il y a eu un référendum au sein du Parti socialiste. Il y a à peu près 60% des électeurs, enfin des militants du parti, qui ont voté pour le oui. Et puis, vous avez 56% de non le 29 mai 2005, avec des sondages qui nous disent, dans l'électorat de gauche, c'est plutôt 65%. C'est là que le problème apparaît. Et en vous écoutant et en me rappelant le référendum, je me rappelle aussi cette phrase très savoureuse du président Giscard d'Estaing qui avait dit, à propos de cette votation, il avait dit convoquer les électeurs par référendum pour le traité constitutionnel européen, c'est une bonne idée, à condition que la réponse soit oui. Ben, vous voyez, là, tout était dit. C'est la méthode, c'est-à-dire, écoutez, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous, pour la France, pour l'Europe. Donc, faites comme nous vous proposons de faire, et puis tout ira bien. C'est cette mécanique-là qui n'est plus acceptable. Voilà, une partie du non s'expliquait, selon vous, par un refus du peuple français de ce fédéralisme clandestin qu'on cherchait à lui imposer, et notamment les socialistes, qui, pour le coup, ont plutôt majoritairement fait campagne pour le oui, ont été logiques avec ce rêve fédéraliste tel que François Mitterrand l'aurait porté et engagé. Aujourd'hui, vous parlez un peu quand même, Aquilino Morel, comme un souverainiste. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous vous dites souverainiste? Et alors, si oui, plutôt tendance quoi? Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, Mélenchon, Chevènement, Montebourg, on vous situe où? Pourquoi vous ne citez pas tendance Macron?
Il est souverainiste? Il n'arrête pas de le dire. Tout le monde est souverainiste aujourd'hui. Pourquoi ne le serais-je pas moi-même? Tout le monde. Si j'écoute les acteurs de la vie politique, tout le monde est souverainiste. Alors à des degrés divers, soit d'intensité ou de niveau. Alors, par Arnaud Montebourg, qui la semaine dernière a dit « Je ne suis pas souverainiste, je suis pro-européen ». On ne peut pas être pour la souveraineté et pour l'Europe? Si, je ne vois pas la contradiction entre les termes. La contradiction que je vois, et l'oxymore que je vois, c'est entre souveraineté et l'adjectif européenne. Il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une souveraineté, il faut qu'il y ait un souverain. Et en démocratie, le souverain, c'est le peuple. Comment vous refaites la France? Or, il n'existe pas de peuple européen. Comment vous restaurez l'État-nation sans défaire l'Europe? C'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment qui est décisif parce que, après avoir, si vous voulez, préempté ou érodé les prérogatives en termes d'économie, de social, etc., les fédéralistes s'intéressent aux régaliens. D'accord? Je parlais tout à l'heure du siège de sécurité aux Nations Unies, force de frappe, nos forces armées. Donc, il s'agit aujourd'hui de dire stop, pas de défaire, de dire stop, vous n'irez pas plus loin, nec plus ultra. Vous ne franchirez pas cette ligne et, je répète, d'appliquer les traités. Les traités prévoient que les prérogatives des États membres et de la Commission sont énumérées très clairement et doivent être respectées. Ce n'est jamais le cas dans la réalité. Je prends un exemple tout récent que le Covid a montré. La santé publique est une prérogative des États membres. Mon Dieu, c'est bien normal, puisqu'il s'agit comme de la sécurité sanitaire de la population. C'est même une prérogative régalienne. La Commission, après avoir raté, on va dire, sur les masques, et alors que l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas lançaient une initiative pour se procurer des vaccins, dit non, 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 c'est à nous de le faire. Et on a vu le résultat. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été capable même d'assurer correctement cette fonction de centrale d'achat. Donc c'est cette espèce de glissade permanente qu'il faut interrompre. Donc il ne s'agit pas de sortir des traités, il ne s'agit pas d'être un souverainiste forcené. Aujourd'hui, il faut être d'ailleurs, je vois que c'est quand même une position à laquelle se rallie beaucoup. Il faut être d'un souverainisme raisonnable et raisonné. Et quitter cet européisme qui est pour vous l'opium des élites, cette idéologie au même titre que d'autres comme le communisme. Il faut réhabiliter la nation pour sauver l'Europe, notre Europe. Vous parlez-vous de France-Europe pour souligner à quel point la France et l'Europe sont désormais liées. Merci à vous, Aquilino Morel, d'être passé autour de cette grande table des idées. L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe, c'est le titre de votre essai qui paraît chez Grasset. Merci à Lucas Bretonnier qui a programmé cette émission et à Laura Dutèche-Pérez qui l'a préparée. Aujourd'hui, c'était Thomas Bois à la réalisation avec Jean Frédérix à la technique.